Alors on va parler un peu d'énergie solaire juste sur ce point-là, sur la Chine. Ce qui est quand même intéressant, c'est que l'an dernier, hein, leur consommation de charbon a baissé de 5%, leurs émissions de CO2 ont baissé de 3%, et donc les émissions mondiales de CO2 en 2014 n'ont pas augmenté, sachant que la Chine consomme 50% du charbon et qu'il est possible que 2014 ait été un maximum pour les émissions mondiales de CO2, étant donné que la Chine reproduit ce que fait l'Angleterre en 1950 avec le grand smog. Alors, avant de parler d'énergie fossile et de charbon, on va accueillir Richard Loyen, qui va nous parler d'énergie solaire et notamment des technologies de stockage qui sont aujourd'hui le stockage de l'électricité, un des freins au développement des énergies solaires. La parole est à vous, vous avez 10 minutes. Merci, bonjour à tous. Donc, enfin arrivé à La Rochelle. Mon propos, c'est est-ce que l'électricité solaire avec le stockage peut être une technologie disruptive? On verra ce qu'est une technologie disruptive, mais en d'autres termes, est-ce qu'une technologie d'énergie électronique qui arrive aujourd'hui à maturité économique, comment est-ce qu'elle va pouvoir transformer le monde de l'énergie, et pas seulement qu'en France? Donc, juste pour regarder d'où on vient, au début des années 2000, l'énergie solaire photovoltaïque, c'était considéré comme une Mickey-énergie. 300 mégawatts, marché mondial, autant dire qu'on était epsilonesque. On a multiplié quasiment par 200 avec le marché de 2015 qui devrait tourner autour de 50 gigawatts. Donc on n'était même pas dans le radar des énergéticiens il y a 15 ans. On n'existait pas, c'était bien pour les satellites, pour quelques bornes de pompage en Afrique, etc. Il y avait des écolos allemands qui voulaient développer ce genre de techno, mais pas vraiment de marché mondial. On voit que ça s'est développé de façon exponentielle. Sur les capacités installées dans le monde, ça suit le marché, bien évidemment. On devrait atteindre en 2015 230 gigawatts installés dans le monde. Cette année, on dépassera les 50 gigawatts et on va bon train. On a un marché qui s'est complètement mondialisé. Le marché des années 2000, c'était principalement les Allemands, un petit peu les Américains, les Japonais qui ont un peu arrêté en cours de route. Voilà, on avait un marché qui était très atomisé et qui reposait sur une volonté politique, un potentiel technologique, et c'est tout. L'Espagne a payé cher, on la voit ici en orange, elle a arrêté avec la crise économique de développer le solaire. Ils avaient mis beaucoup trop d'argent à une époque, ils sont allés beaucoup trop rapidement. Et puis on voit que là, le marché est en train de s'équilibrer, finalement, il est en train de se développer partout dans le monde. Pour rebondir tout à l'heure, le prochain plan quinquennal qui sera voté sur le solaire va encore nous impressionner parce que tout le monde accélère. Alors, là, je vous ai reproduit, je ne sais pas si ça se voit très bien, une carte de notre fédération européenne Solar Power Europe sur ce que serait le marché de 2019, ce qu'on peut imaginer en capacité installée dans le monde. Donc, autant dire que la prospective, c'est l'art de se tromper le moins possible. Qu'en matière d'énergie solaire, on s'est toujours trompé parce que toutes nos prospectives étaient pessimistes. À chaque fois qu'on prédisait qu'on installerait quelques dizaines de gigawatts, finalement, c'était 30, 40, 50% de plus. Donc, il y a eu une accélération de l'histoire. On a toujours été pessimiste. Donc, l'objectif 2019, ce qui est vu aujourd'hui, par les analyses d'aujourd'hui, c'est une étude de 2014, c'est qu'on va dépasser les 500 gigawatts installés dans le monde. Et on voit qu'il y a quand même... Peut-être qu'avec Jean-Louis Borloo, ça va changer parce qu'il veut électrifier l'Afrique, notamment grâce au solaire. Il y a un grand vide au milieu, là. Il y a un continent qui est très ensoleillé, où les ressources solaires seraient parfaitement adaptées pour faire l'électrification. Mais on voit que partout ailleurs dans le monde, ça accélère. On va passer, je dirais, les Chinois aujourd'hui vont viser plus de 115 gigawatts d'installés. Les Américains sont en train d'accélérer. Les Japonais, depuis Fukushima, ont mis les bouchées doubles. L'Amérique du Sud, aujourd'hui, c'est un peu concentré sur le Chili, mais c'est en train d'accélérer au Brésil et sur les autres pays. Donc voilà, c'est parti. Le marché s'est complètement mondialisé. Alors après, on pourra dire que les usines sont trop en Chine, trop en Corée, trop en Amérique, trop au Japon. Voilà, on a les surcapacités industrielles d'hier, celles qui ont fait tomber les prix, sont les sous-capacités d'aujourd'hui et de demain. Et on est dans un investissement complet et régulier. Donc, pourquoi ça s'est accéléré ? Parce que l'énergie solaire est devenue de plus en plus compétitive. C'est pas parce qu'il y a eu des gouvernements écolos dans tous les pays du monde.
bien évidemment, et tout le monde n'est pas nécessairement enclin à lutter contre le gaz à effet de serre, c'est tout simplement que l'énergie solaire devient économique. On a baissé les prix, et principalement à cause du développement industriel, le prix d'une installation, donc pas que le module, l'ensemble, c'est moins 75% en moyenne en 10 ans. Les prospectives qui sont faites aujourd'hui, on devrait encore baisser sur le prix du kilowattheure de 30 à 50% d'ici à 2030. Donc on arrive aujourd'hui dans l'ère de compétitivité, mais je dirais on est durablement compétitif parce que pendant que les autres prix de l'énergie vont augmenter, de production d'électricité, nous on va continuer de baisser. L'intérêt économique, il est pour les consommateurs. Aujourd'hui, on peut avoir au fil du soleil des électrons qui sont moins chers que ceux qui sont délivrés par l'électricien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on couvre l'ensemble de ses besoins, mais c'est autant de ça de prix. On peut installer 500 watts, 1 kg, 2 kg chez un particulier. Une usine ou une collectivité peut faire ce choix. On voit des exemples. Aujourd'hui, on produit de l'électricité à 14 centimes à Munich. Le fournisseur d'électricité allemand, il doit la vendre à 22 ou 25 centimes. Donc c'est un intérêt direct. 12 centimes à Toulouse, ma foi, par rapport aux 15 centimes d'EDF, là aussi, c'est pertinent. Je ne sais pas combien on la vend à Rome, côté Enel, mais à 10 centimes d'euros, là aussi, c'est rentable. Donc, côté consommateur, et lui, il ne voit pas l'ensemble du dispositif, il voit simplement l'électron qui tombe du ciel, qui vient du photon, il lui est délivré, et il est compétitif. Mais il n'y a pas qu'un intérêt économique pour le consommateur, il y a aujourd'hui un intérêt économique pour les utilities, les producteurs d'électricité. Tout simplement parce que quand on a besoin de nouvelles capacités pour produire de l'électricité, le photovoltaïque, avec ses grandes centrales, notamment au sol, devient une des technologies les plus compétitives, si ce n'est la plus compétitive, y compris aujourd'hui devant l'éolien, le gaz, le pétrole, le charbon ou le nucléaire. Ça dépend de la taille des installations qu'on va vouloir faire, mais toute nouvelle capacité aujourd'hui, on est capable de tenir le challenge, de dire, on se compare. Et donc on regarde, il y a des appels d'offres qui sont faits, moins de 76 $ le mégawattheure en Afrique du Sud, 60 $ à Dubaï, 40 $ le mégawattheure au Nevada. Et c'est d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, qui a convaincu le gouvernement français de doubler les objectifs dans le récent appel d'offres en se disant c'est moins cher pour certains projets que l'éolien, où on a des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre, accélérons dans ce domaine-là. Alors, j'ai pris ces photos-là d'un prospectiviste qui s'appelle Tony Seba aux États-Unis, il est à Stanford University, pour illustrer un peu ce qu'est une technologie disruptive. C'est une technologie qui n'existait pas quasiment, puis qui d'un seul coup bouleverse les choses. Et pour ça, je prends le transport. Une photo aux États-Unis en 1900, on se demande où est la voiture. Il y en a une dans les rues. Et 13 ans plus tard, on se demande où est le cheval. Donc simplement, le bouleversement du monde peut aller très vite une fois que la technologie est en route. Alors, en France, on est passé à l'heure d'Internet, mais on a failli rester en Minitel couleur quand même, à une époque où les gens s'interrogeaient, est-ce qu'il faut vraiment y aller, etc. Et aujourd'hui, c'est une des questions qui se posent dans le domaine de l'énergie. Est-ce qu'on va vraiment basculer dans l'ère de la décentralisation ? Le coût des modules a baissé de 80% entre 2008 et 2012. C'est très court, grande baisse. On attend encore 50% de baisse devant nous. Ça devient une commodité. Donc aujourd'hui, dans le prix du kilowattheure solaire, le module, c'est pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est que le coût du stockage, les batteries, a déjà baissé de plus de 50% depuis 2011, donc ça fait moins de 5 ans, et qu'on attend encore qu'il baisse de 50% d'ici à 2020. Pourquoi est-ce que le coût des batteries baisse ? C'est parce qu'il y a un formidable développement de l'industrie au niveau mondial des véhicules électriques. Il y a même Tesla qui a fait une usine pour les véhicules électriques et pour les batteries solaires. Donc c'est ce qui fait capacité industrielle, entre guillemets, ça fait baisser les coûts. D'ici 2025, on va rentrer dans l'ère progressive de la parité réseau. Là, pas que de l'électron au fil du soleil, mais de l'électron produit, stocké. Et c'est ce qui va tout changer parce que finalement, je vais avoir un électron compétitif, je vais pouvoir user quand j'en ai envie, y compris le soir, quand il n'y a plus de soleil, de façon efficace, bien évidemment, mais de façon compétitive par rapport à l'électricité distribuée. Donc ça, c'est un des points fondamentaux. Accessoirement, on va généraliser les bâtiments énergie zéro en Europe, donc on va en mettre partout dans le neuf, donc là aussi, ça se développe. Déploiement au niveau mondial à grande échelle, partout, ça va continuer de se développer. On a des investissements industriels et dans la R&D qui sont importants. Véhicules électriques, ENR et Smart Grid également, on a des investissements. Donc on a un tas de signaux convergents qui fait qu'on accélère dans la compétitivité. Donc, est-ce que le photovoltaïque avec le stockage pourrait être une technologie disruptive ? On a une solution qui est compétitive pour le résidentiel et le tertiaire, avec une production locale, un stockage en aval compteur.
Ça permet d'avoir une intermittence maîtrisée. C'était le dernier mot dont souffrait le photovoltaïque, c'était qu'il soit intermittent. Évidemment, le soleil se lève tous les jours et il fait nuit. On a donc plus d'autonomie avec un pilotage de la demande qui est possible. On est extrêmement flexible en matière de taille d'application, de quelques dizaines de watts, centaines de watts, kilowatts, à plusieurs centaines de mégawatts sur les tailles d'installation. Donc c'est à partir de la même technologie, c'est l'objet connecté, le rodateur, la maison de monsieur et madame Michu, comme de grandes centrales solaires. C'est rapidement déployable, c'est riche en emplois par mégawattheure installé, exploité, et une insertion dans le réseau qui est facilitée. Donc, juste pour conclure, il y a une étude qui a été faite, The Economic of Load Deflection, c'est du Rocky Mountain Institute aux États-Unis encore, qui analyse sur 5 grandes zones géographiques la compétitivité du solaire, aujourd'hui par rapport à l'électricité au fil du soleil. Et on voit que dans un certain nombre d'États, l'électricité en provenance du réseau, elle est encore compétitive aujourd'hui, on n'est pas encore complètement parité réseau. Et l'étape d'après, dans les couleurs plus foncées, c'est le photovoltaïque et le stockage batterie. Et ça analyse, entre guillemets, d'ici à 2030, là où on va, 2050, 2030, là où on va être compétitif en solutions stockées en kilowattheure. Donc là où il y a un risque pour les énergéticiens et les distributeurs, c'est que finalement, si on a des clients qui investissent pour produire et stocker, ben, on n'aura plus rien à leur vendre. Donc c'est une métamorphose complète de la vision de produire et de distribuer l'électricité. Et ça répond bien à la définition de technologie disruptive. Et j'en ai fini juste dans le timing. Je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup. Merci, monsieur Loyen.